Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre consacré aux tacticas par bande pour Briscard. Des tacticas très attendus par beaucoup qui m'ont demandé régulièrement des nouvelles. Je fais ces tacticas en plusieurs parties, tout simplement parce que sinon ça va prendre 3 plombes et des vidéos de 3 heures, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à regarder. J'espère que le format vous plaira. Si c'est pas le cas ou si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des idées pour des formats qui seraient plus adaptés ou autres. J'y vais un petit peu à l'aveugle, c'est-à-dire que je me lance dans le truc, on verra comment ça se passe, on verra comment vous accueillez ces tacticas, et je suis toujours ouvert à toute suggestion. Très bien, on va commencer par les Sundar et on va parler un petit peu des généralités de l'armée. Ça va aller très vite en soi parce que chez les Sundar, eh bien, c'est une des premières bandes à avoir vu le jour dans Briscard. Du coup, elle est dotée de pas mal de références, pas mal de vieilles références également. Je discuterai le moment venu justement de la vieillesse entre guillemets de certains profils, mais c'est une bande du coup qui est extrêmement polyvalente. Vous avez de tout, vous avez de la magie, vous avez des tireurs, vous avez des bourrins, vous avez pas mal de personnages capitaines, des gros persos. C'est également une bande qui a vu sa monture arriver en premier. Pas mal de petites choses comme ça. Donc il n'y a pas vraiment de généralité, elle n'est pas axée sur un type en particulier. Vous pouvez vraiment jouer tout ce que vous voulez en Sundar. C'est pas vraiment dédié à un type de jeu. Il y a quand même des choses qui sont globales à tout le monde, des statistiques relativement moyennes partout, assez souvent. Les profils sont relativement moyens. Il y a très rarement des figurines qui possèdent un 7, puis un 2, puis un 6, etc. C'est vraiment souvent des profils qui sont assez équilibrés, assez neutres. Évidemment, ce sont des singes, donc on peut s'attendre à ce qu'ils aient une bonne dextérité, ce qui est le cas la plupart du temps. Qu'ils aient une force moyenne en fonction du singe, évidemment. Si vous avez un chimpanzé ou un gorille, ça change quand même un petit peu la donne. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de spécificité. Leur domaine de magie, c'est la bonne fortune. C'est un domaine de magie de soutien qui est extrêmement fort, qui permet de modifier les jets de dés, de donner des bonus ou des malus aux adversaires. Et du coup, c'est un domaine de soutien qui est extrêmement utile. Je reviendrai un peu plus sur la magie quand je traiterai des magiciens, bien entendu. Et on va commencer par les leaders, entre guillemets, de la faction. Ceux qui ont le plus de charme, de charisme, ou alors simplement qui valent la peau du cul. Enfin bref, ceux qui seront régulièrement vos chefs de bande, parce qu'ils coûtent quand même un bras. On va commencer tout de suite par le Major Abelli. Alors le Major Abelli, c'est un petit peu l'archétype du pirate, la jambe de bois, le bicorne avec le crâne, le sabre, le pistolet. Bref, c'est un petit peu le pirate par excellence. Major Abelli, il vaut quand même 130 points. C'est une des premières figurines, je crois, qui a vu le jour. Du coup, qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Eh bien, on a 5 partout, ce qui est un profil bon, quand même. 8 PA, 30 PV. Il a une armure d'écaille qui est excellente, parce que ça fait -1, 5, -3. C'est une très bonne armure. Il y a assez de points de vie au niveau de l'armure pour pouvoir quand même l'utiliser souvent. Et avec ses 30 PV, ça en fait quelque chose... ça en fait un personnage qui va quand même pas mal tanker. Il a 2 armes. Alors, Galdikas... excellent nom pour cette arme-là. Si vous n'avez pas vu la référence, je vous invite à chercher Galdikas sur Internet. Une très très jolie référence pour un orang-outan, c'est parfait. Un des 10 dégâts, et surtout le bonus, c'est en cas de réussite critique, Galdikas restaure 3 PV au Major. Ça signifie entre autres que si le Major souffre de saignement, il peut annuler ses saignements grâce à une réussite critique sur une de ses attaques. Et ça, c'est très important de bien se souvenir de ça, car le saignement peut faire de gros dégâts si vous n'arrivez pas à le gérer. Il a également un tromblon avec une cadence de 2, 1 des 10 moins 1 dégât, portée 5-8 brasses. Le tromblon a de mémoire été raté
dans le livre 2, question qu'on peut se poser légitimement, c'est est-ce que le tromblon du Major Abelli est lui-même erraté? Oui, non, peut-être. Sabot, c'est de l'intimidation, l'adversaire fait immédiatement un jet de morale, ça peut être très fort. Abelli possède l'allonge, quelle que soit son arme, si vous voulez remplacer Galdicas, mais je ne vois pas pourquoi on remplacerait une arme de cette qualité-là. Mais du coup, il a l'allonge, et ça, c'est très bien. C'est un personnage qui vaut cher, 130 points, mais c'est un personnage qui est solide, il est stable, il se rend des PV, il encaisse bien, il a de bonnes statistiques. Bref, c'est un top tier, je dirais. Il est capable de faire pas mal de choses. Il est vraiment capable d'aller là où vous en avez besoin. Alors évidemment, on peut se dire avec les colosses et les montures, bon ben du coup ça devient un petit peu, voilà, 130 points pour un personnage qui... Il peut être balancé quand même à travers la table parce qu'il n'a que 5 de constit. Voilà, ça peut en déranger certains, mais je pense que de façon générale, pour tout ce qui est objectif, tout ce qui est scénario, vous avez la possibilité du coup d'avoir un personnage qui tient bien la route, qui a une très bonne gueule, et qui est, somme toute, très puissant dans... Enfin, pas très puissant, qui est puissant dans pas mal de choses. Dans un peu tous les domaines en fait, il est capable de faire de la défense, de faire de l'attaque, d'aller chercher un objectif. Son 5 de mouvement, c'est quand même un très bon mouvement, donc vous pouvez vraiment vous permettre d'y aller. Vous lui rajoutez une petite potion de force ou une petite potion de constit, au pire si vraiment vous voulez arriver à tanker un peu plus, et vous avez là un personnage qui peut faire pas mal de taf. Petite chose à noter, c'est un des premiers persos à sortir, du coup il n'a que 8 PA. La plupart des standards actuels pour des personnages, c'est quand même 9. Ça, c'est dû à son ancienneté, justement. Et c'est le seul bémol, entre guillemets. Mais c'est un bémol très très léger. Il a également une carte spéciale Multicrew, la voix de la sagesse. Et ça, c'est une carte spéciale qui vaut 23 pièces d'or. C'est énorme, mais c'est une carte spéciale qui est très très forte. Puisque, une fois par partie, au début d'un de vos tours de jeu, vous l'activez. Et tous les Sundariens peuvent rejeter leur jet de dés durant ce tour sans dépenser de PA. Et ça, c'est vraiment très très fort. La condition, c'est que vous n'ayez pas de doublon. Donc, pas 2 fois le même Sundar. Ce qui n'est pas très compliqué à... Comment dire ça? Ce qui n'est pas très compliqué à faire, puisque vous avez pas mal de choix chez les Sundar, justement. Maintenant... En campagne, c'est peut-être un tout petit peu plus difficile, puisque parfois vous aurez des doublons, mais c'est pas la mer à boire non plus. Donc je pense que le Major Abelli est un pilier sûr pour votre base, comme pour une bande. C'est un pilier qui vaut quand même 130 points. Si vous prenez Multicrew, ça fait 153 points, plus des équipements. C'est un pilier qui est quand même relativement cher, donc peut-être que vous allez préférer un des suivants qui est quand même un peu moins cher pour avoir un soutien plus développé. On arrive à Black Teach, qui est aussi une figure archétypale du pirate. Le sabre, le chapeau, la redingote, le pistolet. Black Teach, évidemment tiré de Barbe Noire. On verra qu'il a également une compétence qui était un petit peu mythique pour ce fameux Barbe Noire. Bref, pour 110 points, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un profil un tout petit peu moins bon que celui du Major. Constit 4, Force 4 à la place de 5, 9 PA par contre, 28 PV, un peu moins de PV que le Major. Il a une arme, un sabre ichtien, 3 PA, 1 D10, les échecs sont relancés une fois. Et on voit bien que justement c'est un petit peu, je vais pas dire en fonction du moment, mais comme c'est une figurine qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça quand même, on utilise 3 PA, ça fait un des 10 dégâts. Le Major Abelli faisait un des 10 dégâts, mais lui ne payait que 2 PA. Alors oui, les échecs critiques chez Black Teach sont relançables, mais le Major Abelli, en cas de réussite, il gagne des PV. Voilà, tout le monde n'est pas forcément logé à la même enseigne. Ce n'est d'ailleurs pas le même sabre, hein. Là c'est un sabre ichtien, ça déconne pas. D'ailleurs, première référence aux ichtiens, je crois, sur une carte, en passant. Le tromblon, cadence 2, 1d5 plus 1 dégâts, portée 5-8, c'est les mêmes stats que le Major, excepté les dégâts. Du coup, là il fait moins de dégâts, il fait 1d5 plus 1 à la place de, si ma mémoire ne me joue pas de tour, 1d10 moins 1.
Voilà, c'est le tromblon, mais c'est pas le même format de cartouche. Il a une botte au tir qui est à bout portant, 1d5 plus 1 dégât, Black Teach peut tirer au corps à corps. Et il a sa barbe du diable, justement, quand Black Teach subit des dégâts, il lance un dé et ignore les effets, les dégâts de base, pardon, sur une réussite critique. Alors, grosso modo, la barbe du diable, c'est à peu près une armure, à 2 exceptions près. La première, c'est que c'est une... Enfin, à 2 exceptions près. À quelques exceptions près. Déjà, il n'y a pas de PV, donc elle est utilisable tout le temps, elle ne saute jamais, on ne peut pas la détruire. Deuxièmement, effectivement, ça ne fonctionne que sur une réussite critique. Seulement, comme vous l'utilisez à chaque fois que vous subissez des dégâts, eh bien, vous allez quand même subir quelques dégâts, vous allez quand même pouvoir faire des jets, vous allez sauver, je pense, statistiquement, vous devriez sauver 1 à 2 fois par partie, ce qui peut toujours être bien. Hein. Éviter des dégâts, c'est toujours bénéf. Ensuite, il y a une différence, c'est que les armes qui ignorent l'armure, ou qui sont perce-armure, ou comme l'artillerie, eh bien, ça ne l'affecte pas, puisque ce n'est pas un équipement, ce n'est pas une armure à proprement parler. C'est une capacité spéciale. Donc, vous avez la possibilité de faire ce jet sur les dégâts d'artillerie, vous avez la possibilité de faire ce jet sur les dégâts de magie ou les dégâts d'armes qui ignorent l'armure ou qui affectent l'armure. Et ça, c'est quand même pas mal parce que ça va vous permettre de lui sauver les fesses une fois de temps en temps, mais ça lui sauvera les fesses une fois de temps en temps. Ce profil pour 110 points, je le trouve un tout petit peu chéros. Mais il a une carte de capacité et on va voir ce que ça vaut. Cette carte de capacité, c'est la presse. Alors elle a 2 effets. La première, c'est de pouvoir recruter un unique briscard générique, c'est-à-dire qu'il possède une limitation supérieure à 1 d'une autre faction. Et le deuxième effet, c'est en mode campagne uniquement. S'il est l'amiral de la flotte, son vaisseau considère qu'il y a toujours un servant par pièce d'artillerie, même s'il n'y en a aucun qui est mis. Évidemment, ces servants fantômes ne gagnent pas d'XP, seuls les entre guillemets vrais Sundar gagnent les XP. C'est quand même une carte qui vaut 20 pièces d'or et c'est malheureusement une carte qui je suis pas fan de cette carte là du tout. Pourquoi? Parce que déjà la première capacité avec les règles d'alliance et de contrat, vous allez payer vos briscards de autres factions moins cher que 20 pièces d'or. Très souvent, à part quelques exceptions près, vous allez les payer moins cher avec les règles d'alliance, justement. Le petit bonus qu'il y a avec cette carte, c'est que vous avez la possibilité de recruter des Ichtiens, qui sont normalement pas recrutables par l'alliance, puisque grosso modo, c'est les méchants. Ça vous permet de recruter un Fougou, par exemple, ou alors un Gondin. Et ça... on va pas cracher dessus, le Fougou peut être une figurine très intéressante. Seulement voilà, votre Fougou, il va vous coûter 90 points. C'est beaucoup, alors que chez les Sundar, vous avez moyen de faire des trucs bien avec ce que vous avez dans vos listes. Pas forcément besoin d'aller voir ailleurs pour trouver le bonheur. Et le mode campagne, eh bien, c'est bien au début, puisque vous n'allez pas forcément avoir un équipage hyper nombreux au début. Par contre, après un certain temps, je pense que vous allez quand même pouvoir mettre à chaque fois un Sundar par arme de tir sur votre vaisseau. Du coup, la carte va être un petit peu moins utile. Ou alors, vous faites le choix justement de ne pas mettre de Sundar à... Enfin, de ne pas, agrandir l'équipage de ce navire-là, mais préférer ceux des autres. Voilà, c'est un choix. Je trouve que 20 pièces d'or, c'est quand même cher. Mais voilà, c'est quand même cher pour ce que ça fait actuellement avec les règles. Je suis pas convaincu. Ça fait surtout monter le personnage à 130 pièces d'or. Et 130 pièces d'or, c'est beaucoup. C'est comme le Major Abelli, mais il est moins bon, selon moi. Il est vraiment moins bon. Alors après, il y a quand même moyen d'en tirer quelque chose. Hein. C'est-à-dire que pour 110 pièces d'or, on va oublier la carte qui lui est réservée. Vous avez la possibilité quand même de lui mettre des potions ou de l'équiper comme il faut. Un viatique, des cataplasmes, etc. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que comme le personnage a déjà une arme de tir, ça peut être intéressant de lui remplacer son tromblon par une autre arme. Qui ferait du style 1d10 plus 2 ou plus 3 dégâts. Ça, là, du coup, ça vaut clairement la peine. Il va perdre sa botte de tir à bout portant, mais vous avez quand même un personnage qui fera beaucoup plus de dégâts au tir et qui a une bonne dextérité. Vous pouvez également lui remplacer son sabre par autre chose. Une autre arme qui utilisera 2 PA à la place de 3. Parce que ça n'a pas l'air de grand chose, un PA pour chaque attaque, mais ça fait clairement la différence
quand vous allez taper. Le 1 des 10 dégâts, c'est quand même relativement aléatoire. Moi, je pense que même une arme qui fait un D5 plus 1, ça peut valoir la peine. Alors oui, évidemment, si vous avez de la chance et que vous faites que des 10, vous allez perdre au change. Mais statistiquement, vous aurez une attaque de plus. Et ça va rattraper un petit peu les 1 des 10 dégâts potentiels. Voilà, je pense que pour bien avoir un Black Teach très rentable, il faut justement l'équiper d'autres armes, d'autres équipements pour qu'il puisse utiliser son potentiel, qui est quand même pas dégueu, hein, on va pas se mentir non plus. À part son 4 de constit qui est un peu léger parce que du coup il est balançable par toute personne possédant 4 de force. Je pense que ça va valoir la peine de lui changer ses équipements pour quelque chose de neuf. De plus, si vous le jouez en campagne, n'oubliez pas que vous avez accès à une kyrielle d'équipements qui ne sont pas disponibles en partie normale. Et du coup, ça vaut la peine d'étudier attentivement ces équipements pour essayer de rentabiliser ce personnage-là. Donc, en résumé, un personnage en demi-teinte, je pense que malgré le fait que j'adore cette figurine-là, je pense que je trouverais plus rentable dans les autres persos de la gamme Sundar. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Il faut que j'étudie un petit peu en campagne, voir s'il y a quelque chose à faire, mais je pense que oui. Seulement comme pour l'instant, je ne joue pas à Sundar, eh bien, je vais peut-être faire d'autres choses avant. On passe au lieutenant Tucket, qui est également une figure emblématique de chez les Sundar, avec ses 2 sabres posé sur ses épaules. Et le lieutenant Tucket, que vaut-il pour 104 points? On a 4 de constit, 5 de dex, 4 de force, 4 de mental, 6 de mouvement, 8 PA, 26 PV. Une armure qui est la redingote pirate, 0,4, -1. Beaucoup de PV pour cette armure. Vous allez sauver relativement souvent, donc c'est toujours bénéf parce que effectivement il a moins de PA, moins de points de vie que les 2 autres précédents. Le sabre d'abordage, il en a 2. Force plus 1 dégâts, ça fait 5 dégâts, c'est fixe, c'est pas mal. Il ne quitte jamais ses 2 sabres, même pour dormir. Ça, c'est des petites informations roleplay qui sont assez cool en fait. Moi, j'aimais bien cette histoire-là, même si ça ne donne pas particulièrement de règles ou quoi que ce soit, c'était toujours sympa d'en avoir. Le tromblon, 3 dégâts, perce armure, portée 5-8, brasse. Alors, c'est justement un tromblon un peu bizarre parce que bon, il démarre la partie avec un tromblon chargé, il n'a droit qu'à un seul tir. Il a 5 de dex, mais je pense que ce tromblon-là, on va très vite le remplacer par autre chose. Parce que juste avoir un tir, c'est dommage. Enfin, selon moi, c'est dommage. Il a une bonne dextérité, donc pourquoi ne pas profiter de cette dextérité pour faire plusieurs tirs? Il a une force qui est moindre par rapport à sa dextérité, autant essayer de pouvoir optimiser cette fameuse dextérité. La botte, c'est les ciseaux, force plus 1 des 10 dégâts, il croise ses 2 sabres pour découper son adversaire. On imagine très bien la scène. Ça se fait surtout au niveau de la gorge, je pense, ce genre de botte. Que dire de Tucket pour 104 points? C'est un petit peu cher aussi, je trouve, par rapport à ce qui sort actuellement. Il a un profil qui n'est pas mauvais, il a un très bon mouvement, ça lui permettra d'aller vraiment là où il faut sur la table en évitant de claquer plein de PA pour des mouvements supplémentaires. Ses sabres ne coûtent que 2 PA pour attaquer, et c'est très bien. Le tromblon, on en a déjà discuté un petit peu, et sa botte, force plus 1 des 10 dégâts, ah bah, ça va faire entre 5 et 14 dégâts, on va pas cracher dessus. Quand elle passe et que vous faites un 10 sur les dégâts, ça fait clairement plaisir. Malgré ça, pour 104 points, je le trouve presque un peu cher. L'effet en jeu, il donne pas de bonus, voilà, il est selon moi moins intéressant, mais ça fait quand même un personnage qui est un peu costaud. Vous l'équipez avec une potion de force, voire 2, un petit viatique pour se soigner au cas où, et vous avez pour 18 points de plus un personnage qui peut monter à 6 de force pour un tour, et du coup ça change pas mal de choses, puisque les dégâts sont basés sur sa force, les potions augmentent les dégâts. Et on va dire, c'est clairement pas dégueulasse. Hein. Quand vous arrivez à faire 7 dégâts par tour avec un sabre d'abordage et que vous pouvez taper jusqu'à 4 fois d'affilée, ça vaut la peine de lui mettre des potions de force à ce lieutenant. Je pense que c'est tout bénef. Il a également une carte qui lui est propre. C'est Hi Hi Sir, cri primal, courage. Les Sundariens sous ses ordres
se battre jusqu'à la mort. Ils n'ont pas besoin d'effectuer de jet de morale suite à la blessure pendant la partie. Ça coûte 11 PA et c'est une carte qui est quand même très utile puisque la plupart du temps, vous allez quand même faire des jets de morale parce que vous arrivez dans les cases colorées de vos points de vie. L'effet du poison sur les jets de morale est redoutable, donc si vous pouvez éviter de perdre 1 ou 2 briscards suite à un empoisonnement et un jet de morale raté, c'est toujours bénéfique. C'est une carte, à mon avis, de toutes les cartes de stratégie qu'il y a chez les Sundar, c'est la meilleure. Et juste pour ça, je pense que le lieutenant, du coup, reprend un peu du poil de la bête. Ça fait un briscard à 115 pièces d'or. C'est quand même beaucoup, mais le fait de ne pas faire de jet de morale avec les blessures, c'est pas mal du tout. Et c'est une carte qui vaut que, entre guillemets, 11 pièces d'or. Donc, le lieutenant Tucket est un personnage qui est intéressant, que moi j'aime bien. Que si je veux économiser des points sur mon chef de bande, ce sera lui que je prendrai, je pense. Pas forcément en priorité, mais ce sera lui que je prendrai. Je lui remplacerai quand même cependant son tromblon par une autre arme de tir. Il y a des choses qui sont très très bien maintenant. En mode campagne, n'oubliez pas que vous avez accès à des équipements qui sont réservés au mode campagne. Et du coup, ça vaut la peine de chercher un petit peu dans ce bouquin pour essayer d'optimiser sa dextérité de 5, qui est quand même une très bonne dextérité. Je lui mettrai de base des potions de force. Je pense que c'est un équipement qu'il faut mettre de base sur ce personnage-là en tout cas. Puisque ses dégâts au corps à corps sont en fonction de sa force. Donc n'hésitez pas à bourrer les potions de force. Ce n'est que 5 points la potion, donc vous pouvez vraiment au moins lui en mettre 2, et puis vraiment sélectionner quand vous allez décider, bon bah là il me faut faire des dégâts, donc du coup je vais utiliser 2 potions d'un coup. Je pense que c'est un personnage qui peut, une fois de plus, être très fort si vous avez les équipements adéquats sur lui. Pas d'autre chose à dire sur ce personnage-là, et on va passer à Sam Laglace. Alors Sam Laglace, je vais faire un rapide topo parce que on l'a déjà vu dans les sorties du mois de... Attendez pas que je dise de bêtises. Du mois de février, je crois. C'était février qu'il est sorti. Bon, je sais plus. Bref, je vous invite à vous reporter à cette vidéo-là sur les sorties du mois en question. Sam Laglace, 105 points. Il a 5 partout et à part en constit. Et du coup, ben, ça en fait un putain de bon chef, entre guillemets. 9 PA, 28 PV. Donc vous voyez bien que il vaut 25 points de moins que le Major Abelli. Il vaut 1 point de plus que le lieutenant. Mais ses statistiques, elles sont carrément meilleures. Puisqu'il a plus de force, il a plus de mental, il a un mouvement en moins, mais il a 1 PA de plus et plus de PV. Donc on voit bien l'évolution en fonction du temps qui passe et des sorties qui sortent. Petit à petit. Là, son armure, c'est un petit peu anecdotique malheureusement, puisque c'est 0,6 moins 1, alors vous allez sauver un petit peu moins, mais le moins est toujours là. Et vous avez toujours la possibilité de faire une réussite critique. La lance de guerre qui, avec la longe, enlève 1 des 5 plus 3 dégâts et ignore l'armure adverse. Et ça, contre les Birgus et les Rotumas, ça n'a pas de prix. Sa botte spéciale qui est le hurlement berserk, qui est carrément abusé. Je trouve que c'est très très bon. Le hurlement berserk, c'est vraiment le petit bonus de plus 2 jusqu'à la fin du tour. Et c'est vraiment très bon pour les attaques. Les Sundar ne sont pas forcément les plus gros bourrins du jeu. Et du coup, le plus 2 en attaque, ça fait vraiment plaisir. Il a également les protège tibia et les spalières qui sont des armures et qui lui permettent de faire un certain nombre d'actions. Mais qui lui enlèvent, par exemple, je crois que ça lui enlève de la dex. Mais je ne sais plus lequel exactement. Non, Sam Laglace est un excellent personnage. Pour moi, c'est vraiment un très bon perso. Et j'aime énormément sa botte qui permet de booster les Sundar à côté. Il ne vaut que 105 PA, entre guillemets. Vous pouvez très bien le jouer sans sa monture, ce qui en fait déjà un bon petit perso. Lui mettre quelques équipements, pourquoi pas. Peut-être une potion ou 2 de constit, histoire qu'il puisse tanker un peu plus. Peut-être également... Alors c'est marrant parce que sur le dessin, je l'ai déjà dit, mais on voit une arme de tir et il n'en a pas sur la carte de référence. Du coup, peut-être une arme de tir, pas forcément un truc énorme, ou une arme de lancer, un javelot ou quoi que ce soit.
Et Bubalus, qui est sa monture. Et bien, avec Bubalus, ça devient clairement un personnage très très puissant. Puisque Bubalus a un très bon profil. Ça lui permettra à Sam d'économiser des PA de mouvement. Et du coup, de pouvoir passer sa botte et ses attaques sans payer le déplacement. Bubalus a une armure moins 7-2 qui le rend relativement endurant quand même par rapport à Sam. Donc c'est une monture qui est vraiment balèze. En plus, il y a l'histoire de la charge, le piétinement qui fait des dégâts principaux. C'est vraiment une monture qui est très bien. Elle coûte 95 points et les deux font 200 points. Ça fait un personnage qui est cher en points. Seulement, si vous jouez avec des montures, il faut savoir que vous allez sans doute passer à 500 pièces d'or et plus à 400. Du coup, ça vaut la peine de le monter sur justement Bubalus pour qu'il ait la possibilité de tanker et Bubalus de donner un ou deux coups de mufle. C'est jamais perdu. En plus, la victime, si elle est assommée, ben, Sam la glace, il peut balancer ses coups de lance gratos. Enfin, gratos, il peut balancer ses coups de lance. Il n'y a pas de défense qui passe. Donc, c'est vraiment une figurine qui est très très forte. Les deux ensemble font un excellent combo. Enfin, c'est prévu pour, les montures sont quand même prévues pour supporter leur cavalier. Et ne pas oublier que la botte de Sam fonctionne sur Bubalus. Bubalus est un Sundar. Même si c'est pas un singe, c'est un Sundar. Donc ne pas oublier que si vous passez par exemple, vous bougez avec Bubalus, vous arrivez dans la zone de corps à corps avec la figurine, vous passez la botte de Sam, Bubalus a +2 en attaque. Ça lui fait quand même quelque chose. Il démarre à 14 pour taper Bubalus avec sa force. C'est pas dégueulasse, on va pas se mentir. De même qu'une fois que vous avez Sam, vous pouvez mettre à côté des briscards qui ne sont pas chers, puisque en Sundar, on a l'avantage d'avoir des briscards pas si chers que ça, notamment les loups de mer, dont je vais revenir, je pense, dans la vidéo prochaine. Mais du coup, Sam la glace est pour moi un excellent choix si vous décidez de jouer avec les montures. C'est un choix un petit peu moins intéressant que le Major, je trouve, si vous voulez le jouer à pied. Par contre, ne pas sous-estimer sa capacité justement du hurlement berserk, qui va du coup booster tous les Sundar à 4 brasses. Et 4 brasses, c'est grand. Hein. Si vous êtes monté sur Bubalus, ça fait que vous avez un socle de 2 brasses de large. Et du coup, autour de ce socle de 2 brasses, vous avez encore 4 brasses. Du coup, ça fait un très très grand rayon. Vous allez toucher beaucoup de Sundar, à moins qu'il y en ait un qui soit perdu vraiment tout au fond, mais vous allez sans doute toucher beaucoup de Sundar, et du coup, c'est tout bénef. C'est carrément mon deuxième personnage préféré des Sundar. Donc d'abord, il y a Abeli, ensuite il y a Sam, après il y a Tucket, et en dernier, il y a Black Teach, au niveau de ce que je perçois comme potentiel dans le jeu, mais c'est un personnage qui a quand même son coup si vous voulez justement le monter sur sa monture. Voilà pour ce qui est des personnages, disons, iconiques, emblématiques, charismatiques, voilà, de tous ceux qui seront la plupart du temps vos leaders de bande. On va passer aux magiciens pour finir cette vidéo. Je vais faire le petit tour des magiciens chez les Sundar. Et on va commencer par Augure, le magicien qui porte très bien son nom. Il maîtrise la bonne fortune, il vaut 64 points. Et pour 64 points, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons un Sundar avec 3 de concile, 3 de dex, 3 de force, 5 de mental, 4 de mouvement, 9 PA, 18 points de vie. Alors jusque là, pour 64 points, ça va, c'est un magicien, c'est dans les normes. Malgré le peu de PV, bah ma foi, c'est logique, c'est pas des gros tanks. Il a une arme qui est sa canne, qui fait 3 dégâts. Bon, voilà, c'est clair, net, précis. Il a une capacité sympa qui est pleurnichard, pas d'échec critique, donc ça devrait passer relativement facilement. Si Augure est dans la zone de contrôle d'un allié, il peut lui demander de se défendre pour lui, avec ses PA et ses caractéristiques. C'est l'allié qui prend les points de vie en cas de dégâts. Et ça, c'est une capacité qui est vraiment très très cool, puisque ça fait que si vous restez à côté d'un tank, eh bien, vous avez la possibilité de faire les défenses avec le dit tank.
Vous allez les passer une fois sur 10, non, 10 fois, enfin 9 fois sur 10. Donc, si vous restez à côté de, je sais pas, Maruti, le Major, Virunga, etc., vous avez la possibilité de faire les défenses avec lui. Et du coup, ce n'est pas Augure qui subit les dégâts. C'est quelque chose de très bien. Ça ne fonctionne évidemment pas sur de l'artillerie ou sur des dégâts qui ne sont pas... comment dire ça ? Qui ne sont pas... où il n'y a pas de défense. Comme par exemple, je pense que sur un sortilège, ça ne fonctionne pas, puisqu'il n'y a pas de défense à faire pour les sortilèges. Mais du coup, vous avez la possibilité de sauver votre petit magicien, et ça, c'est vraiment une capacité qui est très très forte, puisque ça va lui permettre derrière de faire d'autres choses et de continuer à lancer des sorts. Vous pouvez presque ne même pas avoir besoin de... est-ce que c'est français ? Donc vous pouvez presque ne pas garder de points d'action pour vous défendre, puisque vous avez cette capacité-là qui vous permet de vous protéger chez quelqu'un d'autre. Son équipement, c'est la patte de lapin, et c'est un équipement qui est très fort, puisqu'il permet de relancer un jet de dés raté une fois par tour. À chaque fois, donc dès qu'il y a un tour, vous pouvez rejeter un jet de dés. C'est un gris-gris amélioré. Et du coup, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, que dire d'Augure ? Eh bien, Augure est un excellent petit magicien de soutien. Enfin, je dis petit magicien, c'est parce qu'il vaut pas 240 points. C'est un personnage qui... il vaut 64 points. Les deux sorts de base de Bonne Fortune sont un bonus de 2 sur un jet et un malus de 2 sur un jet ennemi. C'est déjà deux sorts qui sont gratuits, qui sont assez simples à lancer et qui sont très utiles. Donc, même si vous n'avez que ces deux sorts-là, c'est pas perdu, car vous allez pouvoir vraiment renforcer vos alliés. Après, en Bonne Fortune, il y a évidemment des tas de sorts de boost, plus de vitesse, plus de distance de tir. C'est vraiment des sorts de soutien. Vous n'avez pas de sort à proprement parler agressif. Et du coup, vous avez la possibilité d'en faire une espèce de petit couteau suisse qui vous permettra d'avoir ce qu'il vous faut au bon moment. Évidemment, vous n'avez pas acheté 50 sorts par partie, ça va revenir un petit peu trop cher. Mais vous pouvez vraiment sélectionner les sorts qu'il vous faut en fonction de la compo, et c'est très bien. Une chose encore, c'est si vous le dotez d'un parchemin ou d'un grimoire, vous avez évidemment la possibilité de taper dans d'autres sorts. Une idée parmi tant d'autres, comme ce n'est pas forcément un gros combattant, pourquoi ne pas lui acheter tout simplement le petit sort de flamme élémentaire, qui est un sort d'élémentalisme. Je suis en train de le chercher, je ne sais pas où je l'ai mis, mais c'est celui qui fait 3 dégâts, qui ignore l'armure et qui enflamme la cible. Et juste ce petit sort, ça va lui permettre d'être relativement agressif, puisqu'il va quand même taper, entre guillemets, mieux avec un sort qu'avec son arme. Et du coup, vous avez la possibilité d'enflammer la cible également. C'est jamais perdu. Vous ignorez l'armure adverse, c'est jamais perdu non plus. C'est un sort qui ne coûte pas très cher, vu que c'est un primaire de l'élémentalisme. Et du coup, c'est tout bénef. Augure est un magicien que j'apprécie vraiment beaucoup. J'aime énormément sa capacité. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Si vous choisissez des sorts un petit peu difficiles à lancer, n'hésitez pas à lui mettre... par exemple une potion de mental, comme ça vous augmentez bien son mental, pour vous aider à passer les petits sorts ou les sorts qui nécessitent vraiment une bonne réussite. De même que vous pouvez lui mettre 1 ou 2 cataplasmes, il va pouvoir bouger pour aller soigner ceux qui sont dans le besoin, et il n'a pas peur d'aller au corps à corps justement parce que sa capacité lui permet d'esquiver les coups. À condition de ne pas faire un échec critique. Évidemment, le mal-bol, ça peut arriver, mais vous avez vraiment la possibilité d'en faire un petit magicien soigneur et quelques sorts un peu agressifs. C'est un magicien qui a plein de possibilités que j'aime énormément, et si je devais jouer Sundar, je pense qu'il ferait partie de mes listes très très régulièrement. On passe à Sagiss, et Sagiss, c'est également un petit magicien, et pourtant pas si petit que ça. Sagiss, 67 points, il maîtrise la bonne fortune et la symbiose, ça veut dire qu'il maîtrise les deux arcanes les plus balèzes en soutien.
qu'il possède 4 sorts de base, bien que les sorts de base de symbiose ne soient pas forcément folichons. Déjà, juste la bonne fortune, c'est la même chose que pour Augure. Un petit +2 ou un -2 sur un jet de dés, c'est pas dégueu. Qu'est-ce qu'on a comme profil pour 67 points? Eh bien, on a le profil d'un tout petit magicien. Constit 2, dextérité 4, force 2, mental 6, 4 de mouvement. Il a 9 PA. Enfin, il en aura plutôt 8, je pense. 18 points de vie. Il a un sceptre qui fait 3 dégâts. Passe-partout, il se désengage sur 5+, quel que soit le nombre d'adversaires. Ça, c'est toujours bénef. Et il a également un équipement qui est le gris-gris. C'est un peu comme la patte de... Enfin, il permet de relancer une fois un jet de dés. Alors, c'est une patte de lapin moins bien. Mais il permet de relancer n'importe quel jet de dés, même si ce n'est pas votre tour de jeu. Donc, du coup, c'est quand même pas mal du tout. Il a également un sort qui lui est réservé, qui s'appelle Maîtrise du hasard. C'est un sort réservé à Sagis uniquement. Vous allez voir pourquoi après. Coût 1 PA définitif, c'est sans doute un des sorts les plus chers du jeu. Portée lui-même, durée toute la partie, 1 par partie évidemment. Difficulté 17, il faut faire 5 sur le dé quand même. Effet, si le sort réussit, Sagis perd 1 PA immédiatement et pour le reste de la partie. En contrepartie, il aura 2 dés pour chacun de ses jets et pourra choisir un des deux. En cas de réussite critique, il jette 3 dés, il garde 1. Et en échec critique, il perd 1 PA mais n'a pas de bonus. C'est un sort qui est extrêmement puissant et qui fait de Sagis en fait un personnage très très fort. Puisque pour chacun de ses jets de dés, il va avoir droit à 2 dés dès qu'il aura passé le sort. Du coup, ça fait quelque chose de vraiment fort. Ça lui enlève un PA, mais en soi, c'est pas non plus dramatique. Il en a 9, c'est déjà bien. Et du coup, avoir 2 dés de base pour chacun de ces jets et choisir celui qu'on veut, c'est quand même un bonus qui n'est pas négligeable. Ça vaut bien un PA. En fonction de ce que vous avez comme liste, je dirais. Mais dans la plupart des cas, ça vaut bien ça. Alors, l'avantage que Sagis a par rapport à Augure, eh bien, c'est qu'il possède la symbiose et du coup, il n'a pas besoin de se payer un grimoire ou un parchemin. En symbiose, il y a également des sorts qui sont très très bons, notamment des sorts qui rendent des PV. Et ça va peut-être vous donner des idées de mettre des soins sur ce petit singe, puisque vos gros briscards ne vont pas manquer de s'en prendre plein la tronche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, Sagis n'aura pas vraiment la possibilité d'aller se mettre dans un corps à corps, puisqu'il a quand même que 2 de constit et 2 de force, 4 de dex, c'est pas beaucoup. Même s'il garde des PA pour faire un contre ou une esquive, c'est quand même un petit peu, difficile avec un score de 6 maximum pour faire les esquives. Et ce qu'Augure avait, qui le rendait très bien dans un corps à corps, c'était justement sa capacité pleurnichard que Sagis n'a pas. Et du coup, lui, il va devoir rester un petit peu en retrait pour lancer ses sorts de boost. Alors, pas que ce soit un problème en soi, seulement sur la table de briscard, ben forcément, si vous vous positionnez mal ou que la table est à peu près plate, et ben vous allez quand même finir par être engagé. Et du coup, Sagis risque de passer un très mauvais quart d'heure. Évidemment, vous avez des possibilités de le booster avec des potions, avec des équipements, avec les sorts également. Il ne faut pas oublier que la bonne fortune est un... Enfin, ces deux arcanes sont vraiment des trucs de boost. Mais si vous devez passer votre temps à vous booster, ben, c'est un petit peu dommage parce que vous n'aurez pas vraiment d'effet utile. C'est pour ça que, d'une certaine façon, je préfère quand même Augure à Sagis, mais c'est un choix purement personnel. Certains joueurs Sundar ont évidemment des stratégies très puissantes avec Sagis, puisque il a quand même accès à beaucoup de sorts. Si vous le dotez d'un grimoire ou d'un... Je vais y arriver, vous en faites pas, d'un grimoire ou d'un parchemin, vous avez également la possibilité de taper dans les autres sorts, même topo que pour Augure. Pourquoi ne pas lui mettre la flamme élémentaire d'élémentalisme, histoire qu'il fasse des dégâts à la magie, pourquoi pas. Et c'est là où en fait son PA de moins, malgré le fait que ça lui donne un dé, le choix d'un dé en plus, eh bien ça peut parfois être assez embêtant, puisque les sorts, c'est quand même bien de pouvoir en lancer quelques-uns par tour, et 9 PA pour un magicien, eh bien c'est bien pratique. Donc du coup, c'est un choix qu'il faudra faire au début. Alors prendre le sort de Sagis, c'est évident qu'on va le prendre, puisque au final il coûte 0 pièce d'or, donc il est vraiment gratos. Mais peut-être pas forcément le lancer tour 1,
Ou alors avoir très clairement une idée de ce que vous voulez faire avec vos sorts. Il va falloir essayer de calculer au plus juste et au mieux pour voir si vous avez vraiment la possibilité de... Enfin, si vous êtes vraiment rentable avec un dé en moins, enfin, ou avec un dé en plus ou un PA en moins, à voir. La plupart du temps, je pense quand même que vous serez rentable puisque vous allez éviter les échecs critiques, sauf si vous avez vraiment pas de bol et vous tapez un double 1. En plus pour ses défenses, du coup ça va pouvoir l'augmenter, mais on ne sait jamais, hein. Peut-être qu'à un moment donné vous vous direz merde, j'aurais bien aimé avoir un PA en plus. À voir avec votre expérience que vous avez avec Sagis. Sagis est quand même un très bon magicien, même si je préfère Augure par choix. Sagis est quand même un très bon magicien, va vous apporter les sorts de soins qui vont peut-être faire la différence en soignant Maruti, Abeli, Virunga, etc. Le sort de soin soigne également l'empoisonnement. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce que l'empoisonnement, c'est quelque chose de très très fort maintenant. Et du coup, ces petits sorts-là vont vous coûter juste le prix du sort, et vous n'avez pas besoin d'avoir un parchemin ou un grimoire. Ne pas oublier ces petits détails. Voilà pour Sagis, et on va passer à un magicien un peu spécial, c'est Sagis et Virunga. Donc vous avez la possibilité de monter Sagis sur Virunga. Du coup ça donne un magicien à 136 PO, et je dois dire malheureusement que je n'aime pas tellement ce style de figurines, c'est-à-dire des figurines qui sont mixées. Vous avez là un magicien qui, du coup, possède les mêmes compétences, entre guillemets, que Sagis, avec un petit peu moins de mental, mais vous avez une meilleure consti, une meilleure force, un tout petit peu moins de dextérité, vous avez le même mouvement de mémoire, vous avez plus de PV évidemment. Par contre, vous n'avez pas forcément plus de PA, et du coup, vous allez sans doute être tenté soit de donner des baffes, soit de lancer des sorts. De plus, le sort de Sagis qui lui est réservé n'est pas utilisable par Sagis et Virunga. Alors par contre, quand il donne des baffes, hein, la double baffe qui coûte 3 PA, force dégâts en cas de réussite critique, la cible est assommée, ou boulanger, 5 PA, force x 2 dégâts, critique sur 9 et 10, quel que soit l'état de Sagis et Virunga. Les dégâts peuvent être répartis sur tous les adversaires au corps à corps, âme, symbiose, Sagis et Virunga ne font qu'un et ne peuvent pas être dissociés, et il a le gris-gris que Sagis avait. Alors, petit constat rapide, si vous prenez Sagis et Virunga, ça vous fait 136 points. Si vous prenez Sagis séparé de Virunga, ça vous fait 150 les deux. J'aurais tendance à avoir envie de jouer Sagis séparé de Virunga, tout simplement parce que Sagis va du coup se concentrer sur le lancer de sort, et Virunga va se concentrer sur donner des baffes. Cette double figurine est assez cool, visuellement parlant, je la trouve assez sympa, elle est très marrante avec le petit singe sur les épaules du gros. Par contre, au niveau du jeu, je peux pas m'empêcher de penser que du coup Virunga gagne 2 PV mais perd le fait de ne pas faire de jet de morale dû à l'analgie par exemple, et bêtement ne pas avoir de cases colorées, ça vous évitera des soucis s'il y a un coupe-jarret en face. Donc du coup votre magicien Sagis et Virunga, ils ont des cases colorées, si la botte du coupe-jarret passe, vous allez vous retrouver très bête, puisque ça va vous amener directement à la zone colorée, tandis que s'il s'attaque à Virunga tout seul, il ne peut pas utiliser sa botte. D'un autre côté, effectivement, ça vous fait un magicien qui est très robuste. Faut pas oublier que vous allez sans doute lui rajouter des points de sort. Du coup, ça va être un magicien qui va quand même être relativement cher. Et ça ne va être qu'une seule figurine. Pour les PA, ça va vous mettre sans doute en sous-nombre. Ce qui est parfois un petit peu embêtant, surtout que en fait, le surnombre est vraiment très fort à Briscard. Enfin, surnombre significatif. Une seule figurine, c'est pas significatif. Mais de 2 à 3 figurines, là ça va être carrément plus méchant. De même que si vous prenez un tir d'artillerie, eh bien vous allez faire sauter tous vos PA. Tandis que si vous avez Sagis d'un côté et Virunga de l'autre, la personne qui tire à l'artillerie va devoir faire un choix. Excusez-moi. Donc d'une façon très générale, je ne suis pas particulièrement convaincu par cette figurine. Je préfère avoir les deux séparés. Après, elle n'est pas non plus injouable. Faut bien penser que vous avez des sorts de boost. Ouais, encore un truc au niveau des sorts de boost. La plupart des sorts de boost ciblent un allié. Et un allié, ça n'est pas la figurine.
quand il est marqué un allié, vous ne pouvez pas vous cibler vous-même. Ce qui veut dire qu'il ne va pas pouvoir s'auto-booster sur plusieurs sorts. C'est-à-dire que si vous avez Sagis derrière Virunga, vous allez pouvoir booster Virunga avec Sagis. Et ça aussi, ça en fait un désavantage pour cette figurine-là. Après, est-ce que vous voulez vraiment un bourrin qui fait de la magie ou un magicien qui est bourrin? C'est à votre choix, c'est votre choix de compo, c'est votre choix de liste. Et du coup, si vous trouvez une utilité à avoir un magicien très fort, très endurant, qui envoie beaucoup de patates, c'est tout bénef. Vous avez vraiment la figurine qu'il vous faut. Seulement, je pense qu'en Sundar, il y a moyen de faire des choses vachement plus intéressantes avec les deux séparés que la figurine complète. Voilà, vous l'aurez compris, ce n'est pas une figurine que j'affectionne particulièrement. Et du coup, je vais avoir un petit peu de mal à la mettre en avant. Bien qu'il ait des choses qui soient très intéressantes au niveau de ses caracs. Son mental de 5 est un petit peu moins bon que Sagis tout seul. Mais ça semble un petit peu logique. À tester, c'est vrai que je me permets de juger cette figurine sans forcément l'avoir testée et sans forcément avoir en tête tout ce qu'il pourrait éventuellement faire, mais je pense que séparément, je le redis encore une xème fois, séparément ils sont plus efficaces, plus rentables, car ils sont spécialisés justement dans chacun un domaine bien spécifique et ils vont pouvoir optimiser ces compétences-là plutôt que de faire un petit peu tout, mais pas tout, parce qu'ils auront de toute façon pas assez de PA pour faire tout ce que vous auriez voulu faire. Voilà pour ce qui est des magiciens. Je vous invite évidemment à me dire dans les commentaires de cette vidéo ou sur Facebook ce que vous avez pensé de cette première partie Tactica. La partie 2 va arriver, j'espère, assez vite. Je ne vais pas vous laisser sur votre faim quand même. Du coup, n'hésitez pas à commenter, à mettre est-ce que je parlais trop de certaines choses, est-ce que je parle pas assez de certaines choses, est-ce que j'oublie des choses, parce que c'est très probable que j'oublie des choses. Sachez que je ne joue pas Sundar et que je me base juste sur l'expérience que j'ai du jeu de façon générale et sur ce que j'ai vu de cette bande, donc c'est tout à fait possible que j'oublie plein de petites règles ou plein de petites subtilités qui me sont complètement passées au-dessus, j'en suis désolé. N'hésitez pas à les mentionner. Sous la vidéo, je mettrai évidemment s'il y a des choses à changer dans ce que j'ai dit, je mettrai les informations. Donc regardez de temps en temps sous la vidéo pour voir s'il n'y a pas des choses nouvelles qui sont apparues ou des correctifs. Et d'ici à la prochaine vidéo, que les dés soient avec vous.